le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV et c'est l'heure de la matinale qui booste votre journée. Le rhumatisme, on en a parlé tout dernièrement, mais on parlera cette fois des hémorroïdes ou l'inflammation et la dilatation excessive des veines hémorroïdaires. On parlera également du mois d'octobre rose, le cancer du sein. La campagne doit pouvoir se poursuivre. Le mois d'octobre y est notamment consacré. Nous sommes donc dans les derniers jours. Vous qui n'avez pas eu encore le réflexe d'aller consulter en la matière, faites le geste utile. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour One Body, premier acte, la revue des titres. Il était attendu, c'est fait, le sacre s'est redit, milieu de terrain de Manchester City. Et désormais, le sociétaire donc, de Ballon d'Or, lui qui a succédé à Lionel Messi. L'actualité sera abordée par Baker dans un instant. Baker, bonjour. Bonjour Amitonou, bonjour à toutes et tous. On commence donc cette revue par le Togo pour parler déjà de la foire à venir, la foire internationale donc de Lomé. Et sur ce volet, la sécurité des élèves sur cette foire est abordée par le journal Ouara les vainqueurs. Oui, et de toute évidence, c'est la sécurité des élèves. Ouara les vainqueurs rapporte une visite guidée des élèves sur le site de la foire internationale de Lomé, un événement qui met en avant l'engagement éducatif et culturel des jeunes. Le ministre en charge, comme l'a Dodi Kokoroko, a rappelé les dispositions en vigueur lors de cette visite, soulignant l'importance de telles initiatives pour la sécurité de ces jeunes apprenants lors de ces événements culturels. Par ailleurs, le journal évoque les avancées en matière de diplomatie parlementaire entre le Togo et l'Égypte, illustrant une volonté de coopération renforcée entre les deux nations. Cette dynamique pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans divers domaines, allant du commerce à la culture. Les éperviers U20, mais également Ballon d'Or, c'est ce qui occupe ce matin le journal L'équipe sportive. Oui, dans le domaine sportif, l'équipe sportive traite de l'élimination des éperviers U20 avec un titre accrocheur comme voulu. Kader l'a fait. Donc, cette mention suggère des performances remarquées, bien que l'élimination reste un sujet de déception pour les supporters. Et en parlant évidemment du Ballon d'Or, le journal aborde la polémique entourant le Ballon d'Or 2024, mettant en avant le nom de Rodri. Ce sujet alimente les discussions parmi les plus passionnés de football, reflétant les débats fréquents concernant les performances des joueurs au niveau international. Fraternité matin au niveau du Bénin, titre Ballon d'Or 2024, Rodri sur le toit du monde, soirée idéale pour le Barça. Et puisque vous parlez du Bénin, on y reste pour parler avec le journal Le Béninois libéré des effets néfastes de la drogue sur la santé des jeunes. Et oui, le journal aborde les déclarations de deux jeunes opposés donc de Parakou sur le malentendu entre Batoko et Gbadamassi. Le journal met en lumière l'impact néfaste de la drogue et du sodabi sauvage sur la jeunesse, affirmant que ces fléaux ont gravement affecté les esprits. Gbadamassi est encouragé à poursuivre son combat pour le développement de Parakou qui souffre d'une jeunesse oisive et donc résignée. Et le journal de continuer sur les questions de déchets ménagers surtout, qui est au cœur de plusieurs journaux également. Et c'est notre époque qui annonce que le gratuit est mort désormais, faisant référence à la fin du service gratuit d'enlèvement des déchets. Fraternité Matin de son côté souligne que l'heure du paiement mensuel a sonné, avec des détails sur les nouveaux tarifs d'enlèvement des déchets qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier prochain. Selon un arrêté interministériel, les montants à payer varie de 3 000 à 5 000 francs pour 2 enlèvements par semaine et de 7 000 à 30 000 francs par 3 enlèvements selon la zone géographique et le type de propriété. Les quotidiens sénégalais, quant à eux, s'accordent sur la campagne législative
du 17 novembre, des campagnes qui s'annoncent tendues. Et de ce côté, c'est Wolf Quotidien qui titre « Ça clash déjà ». Mettons en avant les déclarations d'Amadouba et de Guy Dawai sur la continuité du régime, tandis qu'Ousmane Sonko rappelle que la politique, ce ne sont pas des invectives. Amadou Mam Diop du mouvement Taku Walou souligne l'incompétence du régime actuel, tandis que Barthélémy Dias accuse Sonko de mensonge. Libération également fait écho à cette dynamique en précisant que les élections revêtent des enjeux multiples, soulignant ainsi la montée des tensions politiques. Les Échos rapportent également des incidents de violence liés à la campagne électorale. Un convoi de Abbas Fall a été attaqué à Mermoz, Sacré-Cœur, entraînant des blessures parmi les militants et des dommages matériels. Cette escalade de la violence préoccupe Abdoulaye Sylla, qui évoque les conséquences du gata-gata sur la situation actuelle. Abbas Fall a promis une riposte rapide et incite ses militants à se préparer. Les conflits judiciaires et économiques intéressent également la presse sénégalaise ce matin. Et la rubrique économique n'est pas du reste, avec un bras de fer entre le fisc, la CSS et Afrique Paysage. Libération informe que la requête de la compagnie sucrière a été déclarée irrecevable, tandis qu'Afrique Paysage a remporté une victoire partielle au tribunal pour donc la restitution de près de 900 millions de francs CFA. Merci donc à vous, Baker, pour cette revue. On vous retrouve demain pour continuer l'aventure. On fait place maintenant à l'instant du jour qui se préoccupe de ce mois d'octobre rose. La campagne donc pour la détection précoce du cancer de sein se poursuit. On suit l'instant pour plus de précision. Intervenir en faisant quoi? Il n'a qu'à palper les seins de sa femme. L'homme pape, le sein, l'homme aime. L'homme suce le sein de sa femme. On a dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas tété, il n'a pas tété, donc il faut téter le sein. Téter le sein de sa femme, palper le sein de sa femme. Je crois que c'est comme ça qu'on peut dire que l'homme intervient, sinon il va faire quoi? Les hommes, ils têtent les seins, ils têtent, ils n'ont qu'à téter. Quand il tête, c'est là où il voit que ma femme, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas en train d'allaiter, mais il y a quelque chose qui sort. Tu vois, s'il y a un liquide anormal aussi qui sort, c'est un signe. Un liquide, il tête, il voit que il y a du lait qui sort. Il y a un liquide marron qui sort. Il y a du sang qui sort. C'est là où l'homme intervient. Peut-être la femme, elle a son sein, elle le fait joli, elle s'en occupe pas forcément, elle palpe pas. Si elle fait pas l'autopalpation, elle saura pas. Mais l'homme qui touche souvent les seins, elle peut sentir que ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu ça, il faut aller voir à l'examen. Donc voilà un peu comment l'homme peut intervenir. Voilà comment l'on peut intervenir, donc la détection du cancer de sein, ce n'est pas seulement l'effet des médecins, encore moins de la seule femme. L'on peut valablement y contribuer, donc on reste dans la dynamique de santé. On retrouve notre invité du jour, Saturnin Aïtegan, d'un instant à l'autre. Il est déjà dans ce studio avec nous, mais pour parler donc de quoi? Les hémorroïdes ou l'inflammation et la dilatation excessive des veines hémorroïdaires qui peuvent causer des crises douloureuses. Une bonne hygiène de vie limite les risques d'inflammation et lorsqu'une crise survient, des médicaments permettent de la traiter. Toutefois, dans certains cas, eh bien, la chirurgie se révèle nécessaire. Cependant, avec une alimentation saine et surtout biothérapeutique, on peut prévenir le mal. Santé, crise hémorroïdaire, quelle approche propose la biothérapie? C'est le thème de cette discussion. Et pour en parler, je reçois pour vous, comme je l'ai annoncé déjà à l'entame, Saturnin Aïtegan Aïvi Blibo. Bonjour. Bonjour, M. Kodevi. Alors, je rappelle que vous êtes biothérapeute et promoteur du centre biocuratif basé donc au Togo. Merci encore une fois d'être présent sur ce plateau. Merci à vous aussi et à toute l'équipe de One TV.
Alors, nous avions parlé la semaine dernière des rhumatismes. Oui, il y a des préoccupations qui vont beaucoup plus dans le sens de traitement approprié et autres. Je crois que puisque vous détenez donc la connaissance et le savoir en la matière, ce serait bien donc que les gens se réfèrent à vous parce que ce n'est pas ici que nous allons faire des consultations. Alors cela dit, nous allons parler donc des hémorroïdes ce matin. Qu'est-ce qui provoque ces crises-là chez l'homme? Oui, au fait, je voulais faire un point sur cette notion d'hémorroïdes. Parce que d'aucuns croient que les hémorroïdes, c'est au fait une maladie, une pathologie. Voilà, vous êtes étonné. Oui, ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Je donne un exemple. Quand on dit j'ai de la prostate, vous imaginez? Oui. C'est la même chose. C'est à peu près la même consonance. J'ai de la prostate. J'ai de la prostate, qu'est-ce que cela veut dire? Mais la prostate est une glande. C'est une glande qui sécrète un liquide qui nourrit, bref, les spermatozoïdes. Donc, lorsqu'on a une inflammation de la prostate, bien une affection de la prostate, donc on parle de prostatite. Et les gens disent souvent, j'ai de la prostate. J'ai de la prostatite. Ouais, déjà, donc c'est une maladie de la prostate. Il en est de même de la drépanocytose. On dit qu'il a des hématies. Ouais, déjà. Alors les hématies, ce sont les globules rouges. Ouais, je voulais faire cette mise au point. Voilà. Et donc au niveau des hémorroïdes, les hémorroïdes, au fait, c'est un réseau de veines situé au niveau anal et rectal. Donc on parle de crise hémorroïdaire. Ouais, déjà. Donc là, c'est plus clair. Crise des hémorroïdes. Ouais, déjà. Donc, je crois que c'est maintenant clair. Crise des hémorroïdes. Donc, vous posiez la question de savoir... oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cette crise des hémorroïdes? Au fait, cela dépend... cela est fondamentalement dû à la nature de la région. Puisque au niveau rectal et anal, nous avons souvent l'habitude de déféquer. Et chaque fois que nous voulons fournir des efforts intenses, soutenus, vous allez vous rendre compte que on compresse nos sphincters à nous. Quand vous voulez se lever, on bloque la respiration et puis voilà. Donc ça sollicite automatiquement ces veines. Et quand vous faites un effort, cela suppose que vous contribuez à augmenter la pression du sang à ce niveau. Donc, cette façon de faire constamment crée donc des affections. Donc, ça affecte carrément ce réseau de veines. Donc, il arrive à certains moments où ils n'en peuvent plus, et puis ils s'éclatent, où il y a des inflammations ou des irritations. C'est une des causes. Une deuxième cause, c'est dû au mauvais transit intestinal. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons, on n'a pas une bonne digestion. Donc, je peux citer la diarrhée chronique et ce qu'on peut appeler la constipation. C'est-à-dire, là aussi, il faut faire une clarification. Les gens confondent l'indigestion à la constipation. C'est quoi la différence? L'indigestion, c'est que quand vous mangez, vous vous alimentez, vous sentez que vous ne digérez pas bien. Donc, après 2 heures, 3 heures, en principe, l'estomac doit se vider de son contenu, en principe. Ah bon? Ouais. Donc, on se sent léger. Mais si après cette période-là, le bol alimentaire reste toujours dans l'estomac, on se sent gêné. Puisque déjà, il y a eu des sécrétions, des sucres gastriques, ainsi de suite, qui sont censés faire évoluer ce bol alimentaire. Donc, son séjour, au-delà de cette période, devient maintenant nocif. Voilà. Et en quoi ça peut avoir un effet sur les crises hémorroïdaires? Oui, justement, cet état de fait entraîne une mauvaise absorption intestinale et automatiquement crée un dysfonctionnement de tout l'appareil digestif et surtout au niveau du côlon. Oui, déjà. Donc, une fois arrivé là-bas, puisque ça devient de la matière fécale. Donc, il n'y a plus la consistance ou bien l'état naturel dans lequel devait se trouver cette matière fécale.
Donc, soit elle est trop molle, liquide, donc c'est de la diarrhée. Et cette diarrhée crée des irritations au niveau anal et rectal. Soit c'est trop dur, donc la personne doit pousser. Et en poussant aussi, peut créer aussi des lésions. Ouais, déjà, donc dans les deux cas, c'est pas bien. Voilà pourquoi il est très important d'avoir un microbiote intestinal équilibré. Je crois qu'on en avait parlé. Oui. Voilà. Alors, ici, on s'en tient donc à vos explications et clarifications ici. Alors, la notion de l'hémorroïde interne et externe pose problème. Alors, c'est au niveau rectal que c'est interne ou c'est au niveau, juste parce que c'est au niveau de l'anus, donc au niveau anal que c'est externe? Oui, bon, je crois que vous avez déjà la réponse à votre question, puisque on dit interne, donc c'est à l'intérieur. Externe, c'est déjà à l'extérieur. Ouais, donc, quand on parle d'hémorroïdes, donc c'est ce réseau de veines qui tapissent l'intérieur et de l'autre côté qui tapissent sous la peau, donc de l'anus, l'extérieur. Or, l'anus, c'est quoi? C'est l'orifice orifice, le trou, pas lequel, voilà, pour éliminer, en termes simples, caca, hein, la matière fécale. Voilà. Alors, M. Ivy Blibo, aujourd'hui, vous avez évoqué déjà plusieurs autres raisons, mais quels sont les symptômes qui donnent effectivement aux citoyens la preuve que c'est des crises d'hémorroïdes ou des hémorroïdes qui sont là? Oui, pour répondre à cette question, il faudrait que tout le monde sache que d'une manière ou d'une autre, on fait des crises hémorroïdaires. Tout le monde? Tout le monde. Tout le monde. Et je me justifie. Il y a des moments où vous allez sentir une sorte de boule à l'anus. Vous sentez une sorte de boule à l'anus. Voici un des cas de crise hémorroïdaire. Donc ça peut ne pas être trop avancé. Voyez. Vous pouvez sentir par exemple des douleurs au niveau de lors de la défécation. Hein? Bon, puisque nous nous adressons à tout le monde, lorsqu'on va faire les selles, on parle de défécation. Vous pouvez constater la présence du sang après avoir fait les selles. Vous pouvez aussi sentir des démangeaisons, mis à part le cas où le patient souffre de pathologie, d'une infection de vers intestinaux. Lorsque vous sentez des démangeaisons, c'est aussi une forme de manifestation de crise hémorroïdaire. Et puis, il y a aussi des diarrhées inexpliquées. Vous faites une diarrhée comme ça. Voilà. Et aussi, vous avez des constipations. Des constipations, c'est-à-dire que vous avez du mal à aller aux selles. Vous sentez le besoin d'aller aux selles, vous allez, mais vous ne déféquez qu'une petite quantité, mais vous le sentez toujours. C'est comme si les selles étaient bloquées. Voilà, ce sont les différentes façons de sentir les hémorroïdes. Et les crises hémorroïdaires. Ouais. Alors, qu'est-ce qui alors provoque les saignements justement? Vous l'avez dit, une forte pression sur la partie rectale ou anale. Bon, est-ce que ça suffit pour que le sang se déclenche? Non, ça ne suffit pas, puisque ce processus a déjà commencé, ou bien a commencé il y a longtemps, sans qu'on ne le sache. Ah oui? Oui, ça a commencé. Parce que les veines, c'est quoi? C'est une sorte de tuyau composé d'une membrane qui, à son tour, est constituée de plusieurs couches. Déjà, pour que cela se rende d'un instant à l'autre, là, ça ne peut pas être l'effet d'une seule expérience. Donc, c'est une succession de mêmes phénomènes qui a fini par détruire carrément le tonus de l'ensemble de la veine. Donc, ce qui fait saigner, c'est que ça peut être une irritation. Une irritation, ça veut dire une blessure qui a évolué dans le temps. Okay. Donc, jusqu'à un certain moment, ça peut s'ouvrir et le sang peut sortir. Ça peut être dû aussi à un traumatisme mécanique. Donc, puisque les selles sont dures, en passant, ils peuvent racler
Ouais, donc ce sont ces deux cas. Maintenant, un autre cas, c'est que le fait que la pression est souvent constante et constamment élevée, ça peut créer une distension donc, des vers, par d'un certain moment, ça peut éclater. Est-ce que les enfants peuvent en souffrir? Oui, bien sûr. Les enfants, tout petits? Oui, ils peuvent en souffrir. Ils peuvent en souffrir en ce sens qu'ils n'ont pas un microbiote équilibré. Ouais, déjà à ce niveau, puisque déjà à ce niveau, ils ne fournissent pas assez d'efforts. Donc là, puisque je constate ça souvent chez même les tout petits. Les tout petits, on me les amène et ce que je les mets sous des antifongiques, bio, antifongiques. On va en venir tout à l'heure aux techniques, parce que c'est ça d'ailleurs le thème de l'émission. Quelle approche propose donc la biothérapie en la matière? Alors, quelles sont les complications éventuelles de ces crises-là? Oui, bon, les complications, c'est que lorsque vous avez une partie du corps qui est constamment affectée ou constamment traumatisée, ces fonctions finissent par être altérées. Donc, une fois que cette partie du corps ne se trouve plus en capacité de jouer son rôle, donc ça crée déjà un dommage au corps. Et cela peut être dangereux. Donc, à ce niveau, il peut arriver à ce qu'on intervienne chirurgicalement aussi. Et puis, puisque les sphincters ne jouent plus leur rôle, donc il faut intervenir pour corriger. Vous voyez, là, c'est là où c'est dangereux. Vous voyez? Et il faut aussi dire aussi que les hémorroïdes peuvent être aussi dus aux problèmes lombaires. Voilà, puisque c'est une constatation que j'ai aussi à faire. C'est-à-dire qu'il y a à la base, à la racine du nerf sciatique, au niveau des vertèbres lombaires, il y a des fibres nerveuses qui commandent le pelvis, c'est-à-dire le rectum, l'anus, le rectum, les orifices urinaires. Donc, tout ce niveau-là, ce qui fait que lorsque les zones ne viennent pas constamment, ça peut créer des dysfonctionnements. Et là, puisque le muscle n'est plus tonifié par manque d'ordre venant donc de la colonne vertébrale, ça peut créer aussi un dysfonctionnement au niveau de la défécation, lors de la défécation ou lors du transit intestinal. Donc, cette situation aussi peut être à la base des crises hémorroïdaires. Donc, quand j'ai eu à constater cela, j'ai étudié ça sur les patients, quand j'ai eu à constater cela, donc, je me suis attelé à régler le problème d'hernie discale. Et donc là aussi, on intervient sur le plan réflexo-kinésithérapeutique aussi, en plus de la biothérapie. Alors, à vous écouter, on a comme l'impression que ces crises doivent être peut-être fréquentes chez certaines personnes. Oui, oui. Elles sont fréquentes chez certaines personnes et cette fréquence les pousse maintenant à la chirurgie. Par exemple, les personnes obèses, les personnes sédentaires, celles qui n'aiment pas bouger physiquement, faire d'efforts. Parce que quand on fait beaucoup d'efforts physiques, bon, pas beaucoup, mais d'une manière moyenne, hein, ce qui se passe, c'est qu'on transpire, le sang coule normalement. Cela évite le dépôt de plaques d'athérome qui rendent les vaisseaux sanguins durs, par exemple. Donc il y a des personnes susceptibles de développer l'affection naturelle. Si. À part les personnes sédentaires, les personnes obèses, il y a ceux qui sont accros à l'alcool, au tabac. Oui, oui. Il paraît qu'il y a certaines formes de viande aussi qui favorisent la survenance de ces crises-là. C'est possible? Oui, c'est fréquent d'ailleurs. La viande, pas seulement de la viande, hein. Bon, même en petite quantité, certaines formes de viande aussi créent cela. Par exemple, la viande de l'agouti, la viande de l'agouti, même la viande du bœuf. Bon, personnellement, je ne saurais répondre à cette question parce que moi-même, je n'en consomme pas. Je n'en consomme pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une maladie héréditaire? Bon, ce côté, je suis un peu sceptique parce que il y a quelque chose que j'ai découvert,
puisque je vous disais que je n'ai pas fait des études de médecine au premier abord, je suis un autodidacte en la matière. Ce que j'ai constaté en exerçant cette profession, bien en m'auto-formant, c'est qu'il y a certains germes qu'on hérite de ses parents. Certains germes, donc qui colonisent la flore intestinale, qui sont de loin ou de près les facteurs déclenchant ce genre de pathologie. Donc on ne pourra pas dire que c'est héréditaire. Et donc on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser. Le constat fait, c'est que dans une famille, on peut constater que tout le monde est affecté. Ouais, cela serait dû donc à ce germe-là. Parce que j'ai eu à constater cela quand on les a mis sous la biothérapie sur une longue période. Les choses se sont estompées, mais il faut continuer à maintenir une alimentation équilibrée. Mais vous avez dit tout à l'heure que la plupart du temps, parce que les signes que vous avez évoqués pour montrer l'existence de l'affection, c'est que tout le monde en souffre, mais est-ce qu'il peut arriver dans la population qu'une seule personne soit quand même, fasse l'exception à cette règle-là? Oui, il peut arriver, puisque dans la population, nous avons des gens qu'on appelle les végétariens. Les végétariens, par exemple, ce sont les gens privilégiés à ne pas développer ce genre d'affection. Vous voyez déjà. Bon, les végétaliens, je ne suis pas sûr, puisque les végétaliens, par moment, ils développent des carences alimentaires. Vous voyez. Donc, c'est possible qu'on puisse en avoir. Alors, conduite à tenir bon, mais avant d'arriver à la conduite, la plupart du temps, on apprend aussi que l'hémorroïde est source de faiblesse sexuelle ou de l'impuissance même. Voilà. À ce niveau, il y a, je crois avoir abordé ce sujet d'une manière subtile. Lorsque la faiblesse sexuelle chez l'homme, la faiblesse sexuelle chez l'homme peut être due à une diminution des ordres reçus par les sphincters, venant donc de la base du nerf sciatique. Je situe surtout cette pathologie au niveau de la région lombaire. Vous voyez, lorsque vous avez une hernie discale à ce niveau, hernie, c'est-à-dire la sortie du disque intervertébral qui coince les nerfs ou bien les fibres nerveuses qui ont pour départ à ce niveau du corps, les ordres qui doivent arriver au niveau du gros de l'intestin ne sont plus efficaces. Cela crée de la constipation. Déjà. Et ce sont ces mêmes nerfs qui commandent les sphincters anaux et puis au niveau prostatique aussi. Donc toute cette région-là est commandée par ce genre de nerfs. Donc ceux qui souffrent par exemple du syndrome de la queue de cheval, ceux-là ils sont automatiquement affectés. Donc c'est ça la véritable raison de l'impuissance. Vous parlez du syndrome de la queue de cheval, en langue, ça signifie quoi? Vous voyez le cheval, sa queue. Oui. Il y a plusieurs départs de poils. Donc au niveau de notre colonne vertébrale, surtout au niveau lombaire, les vertèbres qui se rapprochent de la hanche là. Voilà. Il y a plusieurs départs. Donc c'est en comparaison de ça qu'on appelle syndrome de la queue de cheval. Donc il peut arriver que ces poils-là qui sont assimilés donc aux nerfs puissent être affectés ou bien, comment dit-on là, irrités ou bien blessés. Donc s'ils sont blessés, ils ne sont plus efficaces par rapport au rôle qu'ils jouent. Or, la plupart de ces nerfs-là sont les responsables du commandement de tous les organes au niveau du pelvis, de l'anus, au niveau génital aussi. Donc, si c'est ainsi, cela peut créer en même temps cette impuissance sexuelle et les crises hémorroïdaires. Donc, on peut confondre les deux au même moment. Sinon, les hémorroïdes, ce n'est qu'une conséquence de certains dysfonctionnements. Et les constipations aussi, même chose. Mais il paraît aussi, parce que ce sont
ces tabous que nous allons éclairer pour permettre donc à l'opinion publique de pouvoir savoir véritablement de quoi l'on souffre et faire le diagnostic comme cela se doit. Est-ce que les hémorroïdes, ces crises hémorroïdaires ont un effet également sur la vision? La vision. Oui. Ce qui me fait rigoler, c'est que la plupart du temps, les marchands comment est-ce que je peux appeler ça, de tisanes, qu'on appelle souvent les herboristes, lorsque vous avez une affection au niveau de l'œil, souvent il y a la partie blanche qui semble recouvrir et couvrir partiellement la partie noire. Je préfère utiliser ces termes terre à terre là pour intéresser tout le monde. Et on dit que ce sont les hémorroïdes. Voilà. Ce sont les ragots, il faut qu'on les clarifie parce que c'est ce qu'on entend souvent dans la circulation. Et je fais souvent comprendre à ceux-là qui viennent à moi et après tout ils se sentent guéris que les hémorroïdes ça se situe au niveau anal. Donc là c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec quelquefois même quand les gens développent des crises de sinusite, on parle d'hémorroïdes. Coco dans notre langue. Coco. Je dis non, il faut que les choses soient claires. Ça, ce sont les sinusites. Sinusite, c'est quoi? Là, à ce niveau-là, il y a un trou ici. Quand vous prenez le crâne humain, vous verrez qu'ici, il y a un trou là. Donc, c'est tout là qu'on appelle les sinus. Donc, c'est là où se loge donc, les choses. C'est cette matière qui se décompose après la mort, bien sûr. Donc, l'inflammation de cette partie du corps s'appelle sinusite, qui veut dire inflammation, gastrite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que je leur explique de ne pas confondre les choses. Coco, non. Il faut que les choses soient claires. Alors, donc, hémorroïdes, ça n'a rien à voir avec la vision. Avec la vision. Et les faiblesses sexuelles ne sont pas aussi des effets induits de l'hémorroïde. C'est juste un espace de l'organisme qui est affecté, qui concomitamment peut engendrer les hémorroïdes, voilà, tout comme la faiblesse ou l'impuissance sexuelle. Voilà. Alors, lorsque l'affection survient, on parle des crises d'hémorroïdes ici. Alors, lorsque ça survient, quelle est la conduite à tenir? Oui, lorsque ça survient, ça ne survient pas d'une manière chronique en même temps. Donc, c'est là où il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour que le public sache se suivre. Il faut s'écouter. Lorsque vous commencez par sentir des démangeaisons au niveau anal, il faut tout de suite aller vous faire consulter pour qu'on sache si c'est dû aux vers intestinaux ou quoi au juste. Ça, c'est la première conduite à suivre. Lorsque vous sentez souvent une boule au niveau anal, alors cela est précédé souvent par des constipations, c'est-à-dire des difficultés à aller correctement au sel. Donc, il faut voir ce que vous mangez qui crée cela. Le plus souvent, ce sont les aliments trop transformés. Je ne veux pas dire manufacturés. Manufacturés, c'est encore pire. Les aliments trop transformés. Nous avons ablo, par exemple. Ablo, c'est quoi? C'est une sorte de pain, si j'ose parler ainsi, une sorte de pain à base de maïs. Hein? Donc, je ne sais pas comment décrire ça. C'est du fromage qu'on a essayé de chauffer à la vapeur. Et donc, après avoir enlevé tout le son du maïs. Il y a akpan, donc c'est boule d'acassa. Ce sont des aliments transformés comme ça. Et il y a surtout le pain. Et ce qui est grave, les pains blancs. J'ai toujours dénoncé cela sur les antennes rurales, en disant de ne pas manger les pains blancs. Le pain doit être doré, bien cuit. Il ne faut pas qu'on sente l'odeur de la pâte de blé dans le pain. Il faut que ce soit bien cuit. Donc, quand vous prenez par exemple ces aliments transformés, trop transformés comme ça, vous créez carrément une occasion au microbiote de ne pas bien suturer le transit intestinal. Donc, il faut prendre les aliments riches en fibres. Les aliments riches en fibres, vous avez les légumes. Vous avez les légumes, vous avez les graines sèches, par exemple,
ce qu'on appelle le souché, qu'on appelle Fio. le fio. Voilà. Vous mangez, vous avalez son résidu là. Ah bon? Ouais. Faut pas cracher ça? Oh, cracher comment? Par exemple, il faut mâcher jusqu'à ce que ce soit bien fait et puis vous avalez normalement. Et il y a aussi, quand vous mangez le poisson frais. Et après, je vois dans les plats, on laisse tous les arrêts là. Ça, c'est une perte énorme. Les arêtes de poisson? Oui, ça a une source, une source de calcium. Une source de calcium. Il faut mâcher, il faut prendre tout son temps, bien mâcher. Parce qu'on estime que lorsque vous mangez les os, y compris ceux de poisson, vous les appelez arêtes, d'accord, ben, c'est comme si vous étiez un chien. Dans notre pratique de tous les jours en Afrique, là. De toute façon, je m'en fous de ce que les gens vont dire. J'ai conscience de ma santé et je m'en occupe. Et je mange normalement mes arêtes, je les avale tous, sauf les cristaux de choses, les pierres qui se retrouvent dans la tête. C'est ça que je mets de côté. Donc, tout le reste. Donc les branchies aussi, vous mangez ça? Bon, les branchies, on peut manger ça. Laissons la culture de côté. On parle de la science. Et si je vous dis que pour corriger certains problèmes du syndrome de quoi là, du côlon irritable, dont on n'a pas toujours trouvé la solution. Certains scientifiques vont jusqu'à rechercher la matière fécale, je dis le caca, de certaines tribus en Afrique orientale qui ne prennent jamais d'antibiotiques pour extraire maintenant les probiotiques là-bas et en faire des gélules pour soigner les gens. Que direz-vous? que direz-vous? Donc, je préfère tenir compte de ma santé et puis manger ce qu'il faut pour me soigner. Comme c'est mon et comment notre leitmotiv au centre biocuratif, votre santé se trouve dans votre assiette. Si les branchies vont m'aider à me guérir, où est le problème? Bon, il faut les croquer. Oui, il faut les croquer. Il faut les croquer. Alors, on a aussi souvent entendu et constaté que les crises d'hémorroïdes surviennent beaucoup plus également chez les femmes parturientes. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, là les aussi. Femmes parturientes, les femmes en état. Oui. Voilà. Oui, ce qui crée cela, c'est la même cause. L'élévation de la pression artérielle bien sanguine à l'intérieur des veines qui tapissent donc cette région. Parce que en ce moment, vous savez que ces genres de femmes portent un poids supplémentaire. Vous voyez, le fait de porter ce poids supplémentaire s'apparente à l'obésité ou bien au fait de fournir d'intenses efforts comme chez les dockers qui soulèvent de fortes charges ou les haltérophiles, ceux qui pratiquent ce sport-là. Vous voyez déjà. Donc, c'est à peu près les mêmes choses. Cet état naturel-là crée une augmentation de pression artérielle ou bien de pression sanguine au niveau des veines, qui constitue l'une des causes donc, de cette affection. Alors, comment peut-on les prévenir, surtout pendant cette grossesse-là? Oui, je me rappelle le thème sur lequel on discutait de comment les astuces pour avoir une grossesse sans risque, oui, et puis un accouchement sans problème. Nous avions dit qu'avant de tomber enceinte, il fallait d'abord préparer son corps. Voilà, donc ça revient aussi dans la réponse donc, de cette question. Il faut équilibrer son microbiote intestinal. Ça, c'est la première des choses. Et si par mégarde, vous êtes tombé dans le panneau parce que vous êtes déjà enceinte et que vous développez dans ces crises, il faut éviter de manger les aliments manufacturés ou bien trop transformés. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition... Mais quand on sait que la grossesse parfois nous demande des choses impossibles, la dame ne fait que penser à bloc tous les soirs ou bien au pain, comment on fait en ce moment-là? C'est là où elle doit être forte mentalement. Penser... C'est possible? Oui, c'est possible, puisque présentement je suis en train de coacher une qui est
dans son premier trimestre. Vous voyez? Et elle est de nature hyper tendue. Elle présentait des signes de diabète. Et puis d'obésité aussi. C'est familial. Et sa profession l'oblige à être souvent stressée, puisqu'elle est directrice d'entreprise. Elle voyage beaucoup aussi. Elle a des dîners d'affaires, ainsi de suite. Vous voyez, tout ce mode de vie-là est quelque part une des causes des maladies du XXIe siècle. Donc, quand elle m'a annoncé cela, bon, puisqu'elle me suivait, vous voyez, ce que je si elle me suit, elle saura que c'est elle. Vous imaginez, aux nouvelles là, elle va festoyer avec ses amis et après elle revient vers moi pour se faire soigner parce qu'elle sait qu'elle a abusé de son corps. Elle a été surprise par une de ses amies. Elle dit, ah bon, tu nous avais tous festoyer et après toi tu te retires pour te traiter. Te purifier. Te purifier justement. Ouais, déjà, c'est déjà un bon pas. Donc, si dans ce cas, je lui dis, je lui ai interdit la prise de produits contre l'hypertension. Et nous avons commencé une biothérapie. Avec quoi? Avec de l'ail, avec de l'eau, à une certaine fréquence de prise, avec du curcuma, avec cinnamon, des cannelles. Je deviens anglophone. du cannelle et quoi aussi. C'est ce que j'ai eu à lui proposer, puisque je cible certains organes qui doivent être touchés pour corriger ces causes d'hypertension. Il y a aussi le pissenlit, du Vernonia amygdala, vous voyez, ça revient toujours, et des coups de girofle. Donc, la dernière fois, la dernière valeur de la tension était 19. Non, l'avant-dernière. Donc, hier, elle me disait que c'est descendu à 16. Après avoir essayé presque toutes les astuces. Donc, c'est revenu à 16, 15, 16. Et nous allons continuer et ça va redescendre. Vous voyez, c'est une question de mentalité. Elle me fait confiance et nous continuons comme ça. Voilà. Entre-temps, son pouls était à 91. Elle disait qu'il semble que c'est trop. Il dit, suis ton corps. Il y a chaque particularité. Suis ton corps. Toi, de nature, tu ne peux pas prendre du café parce que ton corps, tu es hyperactive. Ben déjà. Donc, tout ça là dépend de la nature de ton corps. Donc, ce que vous dites là, c'est pratiquement un contraste, parce qu'on sait que lorsque vous avez un rythme aussi soutenu comme celle que vous venez de présenter là, comme un échantillon ou chef d'entreprise, il faut être de réunion en réunion, il faut quand même le café pour ne pas commencer à somnoler parfois, non? Justement, elle m'a compris depuis près de 4 ans. Elle a compris l'importance des épices. Donc chaque jour, elle déjeune avec le curcuma, de la cannelle, de l'ail, presque tout, tous les jours. Donc, et ça, elle n'a plus besoin. Oui, c'est le substitut au café? Je ne veux pas dire ça, c'est le substitut au café, mais je dirais que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que les Européens ont développé cette culture-là et nous l'avons épousée sans nous rendre compte. Vous voyez déjà, nous, on n'a pas besoin de prendre souvent ces genres de choses-là. Parce que nous sommes sous les tropiques. En région subméditerranéenne, région tempérée, bon, il fait frais, c'est normal. Le sang va avoir tendance à se coaguler à cause de la baisse de température. Mais nous, ici, est-ce qu'on en a besoin? On n'en a pas besoin. Et souvent, quand les gens sont malades, qu'est-ce que nos mamans nous disent? On lui fait une soupe épicée. Vous voyez déjà? Voilà. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre tisane, derrière vous prenez votre pâte avec la sauce de, comment est-ce qu'on appelle ça là? Estrou. Je ne sais pas, mais ma fille ici, pour me donner son nom, voilà, Estrou, je ne sais pas comment d'aucuns l'appellent
le basilic africain, je ne sais pas si c'est ça. Ouais. Oui. Par exemple, quand vous prenez ça, ça fluidifie le sang. Oui. Il y a le curcuma aussi qui fluidifie le sang. Il y a les clous de girofle aussi qui le font. Donc ce sont des choses qu'il faut développer dans nos cultures et puis ça y est. Alors, vous parlez donc déjà des mesures, des compléments alimentaires également contre l'insuffisance veineuse, parce qu'après tout, vous avez dit que c'est une pression sur les veines qui engendre toutes ces affections, surtout les crises d'hémorroïdes. Est-ce qu'il y a possibilité de soutenir les veines également dans leurs actions dans l'organisme? Oui. Et là, quand ces crises-là apparaissent, je me réfère aux biopharmaciens qui ont déjà développé cette technologie. Vous voyez, nous rentrons dans la technologie pharmaceutique du dernier siècle, de ce siècle-là. Donc, il y a des gens qui ont développé, surtout les Asiatiques, ils ont développé ce côté-là en améliorant donc, la culture de leurs ancêtres. Par exemple, la pharmacopée traditionnelle chinoise, aujourd'hui, elle bat son plein en cette matière. Vous avez des vasodilatateurs, vous avez des fluidifiants sanguins à base de produits naturels, rien que des plantes. Donc la science s'est développée de ce côté-là en identifiant les substances naturelles, les huiles essentielles qui peuvent fluidifier le sang sans grand dommage. Donc ce sont ces produits-là auxquels je me réfère pour aider ces patients. Nous avons certains produits sublinguaux, on met ça sous la langue, qui se distribuent et vont directement dans le sang pour briser donc, certains caillots de sang qui se formeraient au niveau anal et rectal. Et au même moment, il y a certains composants qui après avoir fluidifié le sang, nourrissent les vaisseaux sanguins pour les rendre beaucoup plus tonifiants. Et ce sont ces genres de produits qu'on utilise. Comme par magie, en quelques heures, la personne se sent soulagée et plusieurs mois après, elle est guérie. Est-ce que vous pensez que, en tant que chercheur, parce que vous êtes scientifique à la base, même si vous n'avez pas étudié la médecine aujourd'hui, vous êtes dans l'autodidacte à ce niveau, mais vous avez une formation d'ingénieur industriel. Alors, est-ce que vous pensez que l'Afrique travaille dans ce sens-là aujourd'hui pour en arriver à ces résultats aussi? Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller de l'autre côté pour importer ces médicaments. Oui, je trouve que ce côté-là est touché d'une manière nonchalante ou bien pas sérieuse. Parce qu'il faut des décisions politiques. Vous savez que dans la recherche, il faut toujours des financements. Je sais de quoi je parle, puisque je suis seul dans mon domaine. Je m'autofinance et comment je m'en sors, personne ne sait. Mais la passion que je nourris pour ce domaine-là me donne de l'énergie pour continuer. Donc, ce que je vais faire, par exemple, s'il y avait une politique en la matière, pourquoi ne pas regrouper les chercheurs ou bien les intervenants en la matière pour créer une plateforme pour avancer dans ce domaine. Et il y a certains qui l'ont fait de manière timide, de par le passé, et puis c'est resté là. Mais vous n'êtes pas peut-être que vous dites seul pour Togo, mais il y a peut-être d'autres qui réfléchissent en la matière. Est-ce que déjà vous avez entrepris des démarches à l'égard de ceux-là? Et au Togo, d'accord, mais également au Bénin à côté, il y a des chercheurs qui font les mêmes choses pratiquement comme vous. En Côte d'Ivoire, il y en a, au Ghana, il y en a, mais est-ce que vous avez entrepris des démarches à l'endroit de ceux-là, hors du Togo, même pouvoir? Tout dernièrement, il y a des patients qui m'ont envoyé des capsules TikTok du docteur ivoirien Aka, oui. Aka, c'est Félix Aka, c'est ça? Oui. Et du moment où ils ont commencé par le suivre, j'ai eu un peu de répit. Ils disent, ah, vous aviez raison, il y a aussi quelqu'un, mais lui, à l'entendre, il serait un aîné et un patron. Vous voyez déjà? Bon. Moi, je l'ai commencé comme ça pour régler certains problèmes de santé personnelle que la médecine conventionnelle n'a pas su régler. Donc, c'est pas cette passion-là que j'ai eu à développer ça. Donc, personnellement, je n'ai pas eu à contacter les chercheurs d'autres pays, mais je me suis rapproché de mes anciens professeurs d'université
qui m'ont cité certains de leurs collègues qui étaient en voyage. Et ils sont tout le temps en voyage. Vous voyez déjà, donc j'ai aussi entendu parler d'un Béninois qui aurait fait une proposition lors de la Covid. Tout à fait. Voilà. Bon, j'ai lu ça sur les médias, mais après tout, je ne sais pas ce que ça donnait. Moi, je me dis que en l'état actuel, il faudrait développer une politique claire et nette en la matière. Parce que ce sont les États ou bien les gouvernements qui ont ce pouvoir-là. Parce que ça devient des enjeux. Lorsque nous faisons ça, par exemple, on peut diminuer la part de marché, la cote de marché de certaines industries. Donc, c'est voilà. aussi ça, les pressions que les gouvernements aussi subissent de la part de ces grosses firmes pharmaceutiques, parce que c'est pas facile. On se rappelle la période de Covid au niveau de la RDC du Madagascar. Tous ceux qui ont tenté d'apporter des solutions naturelles à cette pandémie, on sait ce qu'ils ont subi également, la pression que leurs présidents ont gérée. Alors, existe-t-il des risques avec ces compléments alimentaires contre l'insuffisance veineuse? À ma connaissance, lorsque la crise est sérieuse, je ne fais pas de proposition. Je préfère utiliser les produits certifiés déjà. Et là, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de contre-indication. Puisque la composition de ces compléments alimentaires se situe au niveau comment est-ce que je peux appeler ça, du stock de matières premières dont le corps a besoin. Vous voyez déjà. Donc, si par exemple, dans une sauce, on met du curcuma, pourquoi ne pas utiliser le curcuma qui a ses propriétés anti-inflammatoires, antifongiques, anticoagulants, quoi aussi. Il y a beaucoup de choses que ce curcuma-là a. Pourquoi ne pas utiliser ça régulièrement et apporter au corps en petite dose, mais de manière constante, ces ingrédients thérapeutiques. Voilà. Et puis aussi, il faut aussi identifier un autre composant, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. On a identifié ces genres de substances. Ils les ont rassemblés sous forme de capsules, sous forme de liquide, sous forme de poudre que nous administrons aux patients. Ils prennent et puis ils se rétablissent. Alors, il y a aussi des plantes lorsque nous sommes au niveau africain. Vous nous avez cité quelques Vernonia tout à l'heure, vous avez cité également pissenlit. Donc, ce sont des plantes qui interviennent également à soulager ces douleurs. Et quand on parle aussi des crises de veines, c'est aussi les jambes lourdes. Est-ce que ces mêmes plantes que vous avez citées peuvent solutionner cette situation? Oui, les jambes lourdes, c'est une sensation. Parce que la jambe, d'un moment à l'autre, ne peut pas changer de poids. C'est une sensation. Cela est dû au mauvais retour du sang. Donc, c'est un dysfonctionnement de la circulation sanguine au niveau des veines. Cela est souvent dû à quoi? À la formation des caillots de sang au niveau de ces veines. Donc, ça peut être dû à une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'est pas suffisamment puissant pour envoyer du sang et puis en pomper, voilà. Donc, la plupart des produits que nous utilisons dans ce cas, ce sont les produits qui détruisent ces vaisseaux et ces caillots de sang. On utilise souvent pour réanimer des gens qui tombent dans les pommes. Ouais. Il y a aussi du vinaigre de bambou que nos partenaires nous envoient, qu'on place au niveau plantaire, qui aspire la plupart des toxines. Donc il y a un réseau, à part le réseau sanguin, il y a le réseau lymphatique qui contient la plupart des toxines qui empêchent d'ailleurs les cellules de bien fonctionner. Donc lorsque les reins, la peau n'arrivent plus à éliminer normalement les toxines du corps, donc on fait aider le corps par ces pastilles ou bien ces sachets de bambou, de vinaigre de bambou qui aspirent donc ces toxines. Donc lorsque nous leur appliquons cela, en plus de certains antibiotiques bio, antifongiques aussi, et en rétablissant la microcirculation sanguine,
les œdèmes, c'est-à-dire le grand gonflement, les jambes lourdes au fait, les œdèmes, ces œdèmes disparaissent. Mais sur le plan médical, on leur prescrit souvent les bas, les sortes de chaussettes là. Voilà, c'est ça pour comprimer les veines et éviter qu'il y ait ces genres de varices. Donc, en biothérapie, c'est ce que j'ai toujours fait et les résultats sont spectaculaires. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Alors, vous parlez de la formation des caillots. La plupart du temps, quand on parle de crise des reins, c'est souvent ces caillots-là, les calculs rénaux, ces caillots qui se forment à l'intérieur des reins. Ça voudra dire que tout ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ces produits, ces compléments alimentaires, y compris les curcuma et autres, les huiles essentielles, ça peut régler ça aussi? Là, au niveau des reins, ce n'est pas les caillots de sang, mais plutôt ce sont des cailloux, carrément sous forme de pierre dure comme les dents. C'est dur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, au niveau des reins, il y a carrément d'autres produits qu'on utilise pour dissoudre ça. J'en ai eu, j'ai eu des cas avérés. Il y a même un infirmier qui a souffert de ça. Ça commence par les lithiases. C'est le nom scientifique qu'on donne à la pathologie. Il s'est référé à moi suite au conseil d'un de ses amis. Il est venu, je lui ai prescrit certains compléments alimentaires. Il a pris, il est parti faire les analyses de contrôle. C'était OK. Mais il y a eu carrément un cas où il y a eu la crise même de calcul rénaux. Vous voyez? Parce que la personne était sous traitement médical. Donc ça n'allait pas bien. Donc on m'a appelé, je lui ai envoyé les choses et maintenant c'est OK. Hein, c'est OK. Donc ce cas-là, c'est carrément un problème au niveau des reins qui n'a rien à voir avec la circulation sanguine. Maintenant, dans le réseau de vaisseaux sanguins, il y a la formation des caillots de sang. Les caillots de sang qui se forment et qui bloquent, qui entravent la circulation du sang. Donc cela peut entraîner, cela entraîne carrément une insuffisance, ce qu'on appelle insuffisance veineuse. Donc l'oxygène qui doit être convoyé aux différentes cellules est en insuffisance. Automatiquement, ça va créer des morts de cellules qu'on appelle des nécroses. Et quand les cellules meurent, ça dépend du tissu ou bien de l'organe dans lequel il y a ces nécroses. Ça affecte carrément les fonctions de cet organe-là. Vous voyez déjà. Donc, quand vous adoptez une alimentation qui prédispose le corps à développer ce genre de pathologie, sachez que vous n'allez pas avoir la vie facile et ça réduit carrément la longévité. Alors, faut-il avoir peur des crises d'hémorroïdes pour terminer? Non, je ne crois pas qu'on puisse avoir peur, puisque c'est une pathologie bénigne. Ouais, elle est bénigne. Ça empêche les gens de s'asseoir, d'aller au boulot. Justement, c'est parce qu'ils ne s'en sont pas occupés très tôt que ça s'est compliqué. Si on s'en occupe très tôt, puisque je l'avais dit tantôt, lorsque vous ressentez ces symptômes, très tôt, il faut qu'on consulte. Il faut réagir positivement. Donc, il faut prendre soin de soi-même. Puisque cette vie-là nous demande beaucoup de choses à faire au même moment. Vous voyez déjà, vous allez voir que ma voix est un peu grave, parce que je manque de sommeil. Pourquoi? Parce que hier, j'étais en consultation ailleurs, et quand le moment est arrivé pour que je rentre, j'ai eu encore des patients qui ne font pas, ils ne se soucient même pas de ma santé parce qu'ils doivent rentrer vite à Lomé. J'étais obligé de les recevoir. Je reviens tardivement, je dois encore voir certaines choses. Il y a certains compatriotes à l'étranger qui se soignent en Occident en vain, qui ont entendu parler de moi et ils ont eu des résultats et ils me font appel en m'envoyant les résultats d'analyse de là où ils sont aux États-Unis comme en Europe. Donc il faut revoir tout ça là avant de se coucher et revenir répondre à votre appel, ainsi de suite. Tout ça là, il faut que je sache comment habituer mon corps à supporter tout. Donc j'ai choisi de consommer tout ce qui ne va pas trop entraver au bon fonctionnement de mon corps. Donc c'est comme ça que tout le monde devait aussi se prendre en charge. Il faut avancer avec le rythme de la vie.
Merci donc à vous, Saturné Aïtega Ivy Blubois. Vous êtes biothérapeute, promoteur du centre biocuratif. Avec vous ce matin, nous avons parlé des crises d'hémorroïdes, les approches proposées par la biothérapie à chacun à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission One Money sur One TV. À très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.